Deuxième partie de notre émission avec Territoire d'info, avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision qui sont nos partenaires, les Indés Radio, 130 radios sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. L'invité politique ce matin en direct sur ce plateau, c'est Aurore Berger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de La République En Marche. Merci d'être avec nous ce matin. Vous interrogez à mes côtés Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour Cyril. Et bonjour Nathalie Moret du Bonjour groupe EBRA, Cyril. 9 journaux de la presse quotidienne régionale. Presse quotidienne régionale qui retransmettra votre interview en vidéo sur ses sites ce matin, Aurore Berger, à partir de 10h30. On va parler de ce soir. Le président de la République doit intervenir depuis l'Élysée. Il doit être compréhensible par tout le monde, comme l'a dit Alain Juppé, dont vous étiez proche. C'est ça qu'il doit faire Emmanuel Macron. Il y a une parole qui est très attendue. C'est d'ailleurs assez intéressant de noter que ceux-là même qui parfois contestent la légitimité du président de la République sont les mêmes qui disent qu'il faut absolument qu'il s'exprime parce qu'on a besoin que le président s'exprime. En tout cas, il s'exprimera à 20h, une adresse à la nation depuis l'Élysée. Je pense que ça permet à la fois de redonner la trajectoire parce que parfois on a peut-être perdu un peu le fil des réformes qu'on fait parce qu'on a tellement envie d'aller vite que peut-être que ça n'est pas paru suffisamment lisible aux Français par rapport à la promesse initiale qui était la nôtre, de nouvelles protections, de réconciliation des Français. Et puis, en effet, parler clairement, évidemment. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il ne l'ait pas fait dans le passé. Parler clairement, et Alain Juppé dit aussi qu'il faut parler avec empathie. Est-ce qu'Alain Juppé est le mieux placé pour faire la leçon à Emmanuel Macron ? Je ne sais pas s'il fait la leçon. En tout cas, oui, je pense qu'il faut démontrer, évidemment. Il y a une demande qui s'est exprimée de la part des Français que le président de la République s'exprime, parce qu'on a vécu une période, et on vit encore, une période trouble. On voit bien que dans les manifestations, ce qui remonte beaucoup, c'est l'arrogance du pouvoir, l'arrogance d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie d'une majorité qui a été trop arrogante ? Oui, probablement. À partir du moment où c'est ressenti comme tel, c'est probablement qu'on a laissé ce sentiment naître. Peut-être parce qu'on était nouveau, parce qu'on est plus jeune, parce que quand on est député à 30 ans et plus quand on est député un peu plus âgé, peut-être qu'on renvoie plus facilement ce sentiment-là aussi parce que moi, je ressens énormément de sincérité chez nos collègues. Vous les avez rencontrés, vous les avez interviewés, vous voyez à quel point ils ont envie d'agir, ils ont envie que ça fonctionne. Et donc, on a envie aussi d'aller vite et peut-être qu'on a péché par cet excès de sincérité, de volonté d'aller extrêmement vite sur les réformes. Aurore Berger, sur le fond, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'allocution ce soir ? Est-ce que vous prônez par exemple le fait qu'on accélère et qu'on supprime... qu'on accélère la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, pour être très concret ? Moi, je pense qu'il y a deux choses à la fois. Il ne faut pas se renier. Parce que se renier, ça voudrait dire qu'on renie l'élection, qu'on renie le fait qu'il y a eu un suffrage qui a fait qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République et qu'il a obtenu une majorité. Donc pas changement de cap ? Moi, je pense qu'il ne faut pas de changement de cap. Je pense que ce serait délétère qu'il y ait un changement de cap. Pourquoi ? Parce que oui, j'entends bien qu'il y a une colère qui s'est exprimée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime. Par contre, ce n'est pas parce que vous avez 300 000 personnes à la première manifestation et 140 000 personnes hier dans les rues que ça veut dire que tout doit être balayé, tout doit être oublié. Par contre, oui, je pense qu'il faut accélérer. Notre projet, ça n'a jamais été ni un projet ultralibéral, ni un projet pour taxer plus les Français. Ça a été un projet qui était de dire on va donner plus de liberté aux Français parce qu'ils auront dans le même temps plus de protection. C'est les réformes en matière éducative, c'est la formation professionnelle, c'est le renforcement aussi de l'ordre public et de la sécurité. Et ça, à mon avis, il faut qu'on aille plus vite, plus loin. Bercy est souvent très créatif, vous savez, pour inventer de nouvelles taxes ou expliquer qu'on ne peut pas faire suffisamment vite. Mais il va falloir que l'administration travaille suffisamment vite parce que c'est le politique qui décide dans ce pays. Tout à l'heure, à 10h, le président de la République a convié tous les partenaires sociaux, une sorte de grande conférence, presque de Grenelle, sauf que la ministre du Travail a d'entrée de jeu dit qu'on n'augmentera pas de coup de pouce au SMIC. Est-ce que c'est une bonne façon de discuter avec les corps intermédiaires ? Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être discutées que celle de l'augmentation du SMIC. Déjà, le SMIC, entre le moment où on a été élu et le 1er janvier où il va être encore revalorisé, il aura gagné 58 € par mois. Ça fait 700 € par an. C'est pas tout à fait négligeable quand vous gagnez le SMIC. Et à cela, vous ajoutez des baisses de cotisations et la revalorisation de la prime d'activité. Et la prime d'activité, elle a deux grandes valeurs ajoutées. Déjà, c'est pas uniquement pour ceux qui gagnent le SMIC. C'est notamment pour ceux qui ont des plus petits niveaux de revenus. Et puis, c'est pas les entreprises qui ont à leur charge la prime d'activité. Il y a d'autres choses qui doivent être discutées. On parle de la prime mobilité, notamment, pour celles et ceux qui sont contraints de prendre leur véhicule. La région Hauts-de-France l'a mis en place. Est-ce que ça peut être généralisé ? Sous quelles conditions ?
président de la République a déjà dit qu'il était prêt à faire en sorte que l'État accompagne la prime mobilité. Est-ce que c'est la prime d'activité aussi qui pourrait aller peut-être un peu plus loin? Voilà, je pense que sur la question sociale, il y a beaucoup d'autres choses que Et au le niveau SMIC. sur la question du symbole, on sait que la baisse de la limitation sur les routes à 80 km/h a beaucoup heurté les zones rurales. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez revenir? On a toujours dit, pour cette réforme, comme pour les autres d'ailleurs, qu'elle serait évaluée. Nous, c'est quelque chose à laquelle on croit. C'est-à-dire, on vote une réforme, mais elle mérite d'être évaluée pour savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc, je ne suis pas certaine que dans un délai aussi court, parce que ça fait à peu près 6 mois... Emmanuel Macron, vendredi, a dit à des élus des Yvelines, de votre département, que c'était une connerie, je le cite, des 80 km/h. Écoutez, les propos rapportés du chef de l'État par ceux qui ont eu une conversation en privé avec lui, moi, je m'en méfie toujours. Quand j'ai des conversations privées avec le chef de l'État, j'évite de les étaler dans la presse. Donc, en tout cas, il n'est pas là pour confirmer. Ce que je sais, c'est que, évidemment, c'est une mesure qui est vue comme une contrainte supplémentaire. Quand on vous dit au lieu de 90, vous allez rouler à 80, forcément, c'est une contrainte nouvelle. Mais on l'a fait pour une raison simple. C'est qu'il y a trop de gens qui meurent chaque année sur les routes. Alors, je veux bien qu'à chaque fois, on nous dise que ce n'est pas un argument. On nous dit la même chose d'ailleurs sur la pollution de l'air. Après tout, 48 000 personnes qui meurent chaque année, c'est pas important. Mais ce seraient les mêmes qui demain attaqueraient le président de la République ou le gouvernement en disant « Vous saviez, il y avait des mesures envisageables et vous ne les avez pas prises. » Donc on a pris nos responsabilités là-dessus et on verra les effets. On a vu que cet été, il y avait une baisse de la mortalité sur les routes. Laissons le temps de l'évaluer sur une année et après, on verra si c'était bien ou non. Marcelo Westphred. Ce matin, Jean-Christophe Cambadélis, qui était le patron du PS, dit il faut un gouvernement de concorde nationale. Oui ou non, c'est une bonne idée? Je ne sais pas si Jean-Christophe Cambadélis est candidat à lui-même. Je ne suis pas certaine que ce soit la grande attente des Français. Et je sur trouve le principe que de la concorde nationale. Mais sur le principe de la concorde nationale, c'est le gouvernement que vous avez en face de vous. Ce sont des gens qui ont des parcours politiques différents. Certains viennent de la gauche, certains viennent de la droite. Vous avez des gens qui n'avaient jamais eu d'engagement politique préalable. Est-ce que c'est pas ça la concorde nationale que d'avoir réussi à ramener dans un gouvernement celles et ceux dont on s'est toujours dit ils ont tout pour travailler ensemble, permettons-leur de le faire. Et là, c'est bien le cas. Justement, Aurore Bergé, un porte-parole de la République En Marche, vous êtes notre invité ce matin. Est-ce que le Premier ministre est devenu un problème? Vendredi soir, Marcelo Westphred en parlait, le président recevait des élus, il a dit le gouvernement a confondu vitesse et précipitation. Est-ce qu'il peut continuer avec Édouard Philippe, le président de la République? Oui, je pense que le président de la République peut continuer. Déjà, ce n'est pas, encore une fois, à moi de le dire. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a un Premier ministre avec lequel on sait travailler. C'est difficile, ça. Le gouvernement a confondu vitesse et précipitation. C'est quand même un désaveu de ce qu'a fait le gouvernement. Mais en tout cas, Édouard Philippe. Vous savez, si on se retrouve dans cette situation-là, ça veut dire qu'on a tous une part de responsabilité. Moi, en tant que députée, parce que j'étais la première à dire qu'il faut aller vite. Mais vous voyez bien aussi que, encore une fois, les mêmes qui disent vous allez trop vite, en même temps, demande à ce qu'on ait des résultats rapides. Moi, je ne sais pas obtenir des résultats rapidement si on ne travaille pas vite. Mais la difficulté, c'est encore une fois de ne pas perdre le fil, de ne pas perdre le cap. Et encore une fois, la difficulté, c'est que notre projet, il a été aperçu comme étant un projet qui créait des contraintes nouvelles. Là, on a toujours été ceux qui, au contraire, voulaient apporter plus de liberté. Édouard Philippe, vous ne répondez pas précisément. Moi, je vous réponds que moi, je suis heureuse de travailler avec ce Premier ministre, qu'il est aux côtés des parlementaires depuis le début du mandat, qu'on le voit très régulièrement, qu'on le voit au travail. Je trouve qu'il a démontré sa solidité dans une période de crise qui était très difficile. Je trouve que le ministre de l'Intérieur aussi, qui était beaucoup attendu dans cette période et qui avait été assez critiqué initialement, a su démontrer à quel point il tenait son rang et il a su mettre en place un dispositif d'ailleurs de nature nouvelle, notamment à Paris. On a bien vu que le mouvement des Gilets jaunes s'était radicalisé. Les gens qui sont sur les ronds-points sont de plus en plus déterminés. Est-ce que vous craignez d'ores et déjà, alors qu'on est lundi matin, un acte 5 samedi prochain? Je l'espère pas. J'espère déjà qu'ils vont pouvoir écouter aussi ce que le président de la République a à dire aux Français. Il va s'adresser à l'ensemble des Français, pas uniquement d'ailleurs à ceux qui manifestent. En effet, il y a une radicalisation. On l'a observé nous-mêmes en tant que parlementaires parce qu'on a reçu des délégations de Gilets jaunes à de nombreuses reprises. On voit aussi des demandes qui sont extraordinairement diverses, des parcours qui sont divers parmi les gens qui manifestent. Sauf que la difficulté, c'est que la colère, ça suffit pas. C'est pas sur l'addition des colères que vous créez une politique publique et encore moins sur la violence que vous pouvez trouver des solutions. Donc ce que je redis à celles et ceux qui aujourd'hui tiennent encore des ronds-points ou qui veulent bloquer, c'est néfaste à la France, c'est néfaste à l'économie française, c'est néfaste aux petits artisans, aux commerçants qu'ils prétendent défendre. Je pense qu'il y a des grands sites internet qui, eux, sont ravis que les Français fassent plus leurs cours sur Internet. Si on veut aider l'économie française, je ne suis pas certaine que ce soit la bonne solution. Et puis c'est néfaste à eux-mêmes parce que c'est pas comme ça qu'on arrivera à avancer. Aurore Bergé, on sait
sait que, par exemple, ce week-end, il y a une députée de la majorité de Dordogne qui a vu sa voiture brûler devant chez elle. Il y a un danger aujourd'hui, des menaces sur les parlementaires, un danger croissant? Oui, il y a des menaces qui pèsent sur les parlementaires. Un autre collègue, la veille, avait reçu une balle au travail de son épouse, d'ailleurs, en lui disant que la prochaine fois, ce serait une balle entre les deux yeux. J'ai reçu des lettres de menaces, des coups de fil, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, je ne devrais pas dire ça. Mais oui, on a des menaces qui sont sur les parlementaires. Mais il y a des menaces plus grandes, qui sont des menaces contre la démocratie représentative et qui ont été proférées aussi par des élus ou par des responsables politiques. Et vous visez? En l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon, ses partisans, certains qui sont futurs candidats aux élections européennes, qui clairement ont dit que cette élection n'était pas légitime. Quand Jean-Luc Mélenchon est à la tribune de l'Assemblée nationale et dit cédez ou partez, ce qui signifie l'élection ne veut plus rien dire, parce qu'il y a une manifestation, vous devez céder à la rue ou vous devez partir et quitter votre mandat, il oublie qu'il n'a pas été élu. Et je pense que cette aigreur depuis l'élection présidentielle l'a conduit à avoir des propos particulièrement dangereux pour la démocratie. Une question aujourd'hui, il y a le pacte des migrations qui sera signé à Marrakech. Les Gilets jaunes s'en sont saisis. Est-ce qu'à votre avis, il s'agit d'une manipulation de l'extrême droite ? Clairement, quand on voit les propos tenus par Marine Le Pen dans certaines émissions ce week-end, on voit bien qu'elle cherche à manipuler l'information sur ce sujet-là. Mais on l'a bien vu d'ailleurs sur ce sujet comme sur bien d'autres, le volume de fausses informations qui circulent. Moi, ça fait des mois que je me bats face à des fausses informations qui me concernent, où on dit que j'aurais dit que les retraités gâtaient trop leurs petits-enfants, qu'ils avaient déjà la chance de manger 3 fois par jour. Et je vous assure que ça a pénétré et que moi, à chaque fois en réunion, on m'oppose des arguments et des phrases que je n'ai jamais prononcées et je dois prouver que je ne l'ai pas prononcées. Et sur le pacte de Marrakech, c'est grave parce que ce sont des responsables politiques, enfin prétendument responsables, qui s'en saisissent. Encore une fois, ça n'est absolument pas contraignant, ça n'est pas une invasion d'immigration qui va arriver dans notre pays parce qu'on signe le pacte de Marrakech. Vous avez vu d'ailleurs que beaucoup Poutine, Trump, beaucoup de dirigeants étrangers se moquent aujourd'hui des problèmes que rencontre Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a perdu sa crédibilité sur la scène internationale? Tweet de Donald Trump, entre autres. Tweet de Donald Trump, très sévère, oui. Je ne crois pas que le président de la République ait perdu une quelconque légitimité sur la scène internationale. Au contraire, je vois à quel point il est attendu, notamment au niveau européen. On va avoir des échéances majeures fin mai sur la question européenne. Et moi, je ne veux pas que la France connaisse le même sort que d'autres pays européens. Et je n'ai pas envie d'avoir fin mai une carte où on verrait la progression brune de l'extrême droite sur l'ensemble des pays européens. Et pour lutter contre ça, il faut absolument qu'on avance plus vite, plus fort et qu'on obtienne des résultats. Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche. Il y a des projets de loi du coup qui sont moins urgents, qui attendront. Je pense à celui sur l'audiovisuel, par exemple, dont vous êtes occupé. Je l'espère pas, parce qu'il ne faut pas que les mouvements qui existent aujourd'hui occultent aussi des sujets qui sont importants, peut-être dont les Français ont peut-être moins l'impression que c'est important dans leur quotidien immédiat, mais en tout cas c'est prévu pour le printemps au Conseil des ministres et j'espère que ce sera bien tenu. Merci. Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche.